Salut à tous. Salut, Salut, bienvenue à ce nouveau live. Salut Anthony. salut Benoît, Ça va? ça va et toi? Ouais, et t'as vu, il y a ton chat qui est revenu. Il a Ça y est. adoré le premier live qu'il a Ouais, vu exactement. revenir. Il s'est mis au même endroit. Il se fait propre pour le début. C'est ça. Ouais, salut les amis. Je vois que ça discute. Moi, j'adore à chaque fois quand il y a notre petite musique et que ça discute dans les commentaires. Ça nous permet ça nous met en confiance avant de démarrer. Et puis on voit que vous êtes là. Et puis ça nous fait toujours bien plaisir. Ouais, c'est clair. Myriam adore la musique, donc ça met en condition pour le live. Ouais, j'ai vu passer en boîte, je crois. Ouais. Tiens, profitons-en, prenons une petite minute pour le temps que tout le monde arrive. Dites-nous comment ça va dans le chat, si vous êtes en forme, où est-ce que vous êtes. Prenons le temps d'échauffer le chat avant de démarrer dans les sujets du jour. J'ai vu le Maroc, la Côte d'Azur, la Belgique. Voilà. C'est pas la qualité ni en. Donc Ouais, on va c'est essayer. clair que c'est pas la qualité gnangnan. J'aime bien ça. Non, pour gnangnan, c'est pas chez nous qu'il faut venir. On donnera pas de nom d'endroit où vous pouvez aller, mais c'est pas chez nous. Il y a Maxime qui est à la pêche. Combien sommes-nous? On est déjà 80, dis donc. Pas mal. C'est top. Alors, burkinabé actuellement au Maroc. Entre moi, un Alsacien en Bourgogne, et Anthony, Un Parisien à Toulouse. un Parisien à Toulouse. T'es plus original que nous, Lionel. Ça, c'est clair. Ah, on a du monde en Afrique aujourd'hui, dites donc. Le Sénégal, le Cameroun, la Côte d'Ivoire. Salut les amis. Ah, il y a la Charente aussi, n'oublie pas. Le Bénin, le Loiret. Moi, j'adore ça en fait parce que si on faisait des lives en présentiel, ça serait pas possible. Et du coup, non, mais je trouve ça super quand on est éloigné de milliers de kilomètres. Et puis on se retrouve là pour parler de QSE. Oh, salut Jonathan, tiens. On a l'honneur aussi. Oh, Toulouse, vous êtes plusieurs. Ah, bah voilà, ça y est, on est au moins deux. On est au moins deux de Toulouse. Ça va. Ouais. Et puis nous aussi, on est au moins deux à Dijon. Salut Christopher. Allez, Allez, on se on lance. attaque. Alors, tac. Euh, tac. Le programme du jour. On se présente pour commencer. Aujourd'hui, on fait un format question-réponse. C'est-à-dire que, contrairement aux quelques derniers lives où on prenait un gros sujet qu'on traitait, aujourd'hui, on va en aborder plusieurs. Des questions que vous nous avez posées au cours des dernières semaines. Puis voilà, on va vous donner nos réponses. Vos commentaires sont les bienvenus en live. Alors, d'autant plus qu'on répond à des questions que vous nous avez posées. N'hésitez pas à rebondir dessus. On s'est dit d'ailleurs en préparant qu'il y en a... Ouais, qu'on préparait pas trop parce qu'on pensait que ça allait générer de la question et qu'on rebondira au maximum. Oui. Et puis on parlera ensuite de nos actualités, puis des sujets pour le prochain live. Sans plus attendre, passons aux présentations avec la petite blague du présentateur télé. Pour ceux qui ne le savent pas, on s'est fait vanner parce qu'on faisait très plateau télé. Il y a des gens que ça surprenait, ils attendaient un truc beaucoup plus à l'arrache. Alors, on Du essaie coup, de structurer quand même. Ce serait bizarre de bah travailler ouais, avec deux sans bah un ouais, minimum de structure. on surfe dessus du coup. Voilà. Allez, je te laisse la parole. Salut à tous. Donc, moi, c'est Anthony Delès. Donc, je suis auditeur, consultant et formateur en QSE depuis 15 ans. Et j'ai créé ma société, donc Adeneo Conseil, en janvier 2021, donc en tant qu'indépendant. Moi, je suis sur LinkedIn depuis vraiment un an, un peu plus à un an et un mois. On s'est lancé tous les deux, Benoît. Et mon objectif, c'est d'essayer de rendre la QSE accessible à toutes et tous. Et pour ça, j'ai créé aussi un outil en ligne, un programme en ligne qui permet de centraliser et décrypter les exigences des normes QSE, donc 9001, 14001 et 45001. Parfait, À toi, Benoît. merci. Benoît Krigel, consultant, formateur, auditeur en qualité. Alors, contrairement à toi, Anthony, moi j'ai passé 15 ans dans l'industrie avant de devenir indépendant, dont les 10 dernières années sur les postes de responsable qualité, QSE, HSE, enfin voilà, des combinaisons diverses et variées.
principalement dans l'automobile, mais aussi dans l'emballage agroalimentaire et puis la formation professionnelle et la construction de machines. Et puis donc indépendant à mon compte depuis bientôt 3 ans. Cet été, ça fera 3 ans. D'une part, de manière assez traditionnelle, faire du conseil, de la formation d'entreprise autour de l'ISO 9001 et autour de Calliope. J'ai quand même une activité très centrée sur la qualité, c'est la base pour moi du QSE. Donc, j'ai une appétence particulière pour la qualité. Et puis, comme tu le disais, on est sur LinkedIn depuis un peu plus d'1 an. On s'est lancés tous les 2 au départ et on est là tous les jours, C'est ça. plus que jamais, avec de plus en plus de visibilité, de plus en plus de gens qui accrochent à ce qu'on raconte et puis, c'est top. Donc on continue, on continue. Pour terminer, mon objectif à moi, c'est de rendre la qualité simple, agile et sexy. Pourquoi? Parce que je suis convaincu que la qualité, c'est une question d'être humain avant tout, d'implication de l'humain, d'engagement de l'humain. On peut avoir les meilleurs produits, la meilleure technique, les meilleures procédures. Si l'humain, il les adopte pas, il se les approprie pas, il met pas en œuvre, en fait, ça sert à rien. Donc l'humain, c'est la base. Pour ça doit être simple, ça doit être compréhensible, ça doit être agile pour s'adapter parce qu'on vit dans un monde qui est en perpétuel changement. Et puis ça doit être sexy, ça doit donner envie. Faut que les gens aient envie de monter dans le bateau, faut pas les contraindre ou les punir parce qu'ils ne montent pas. Non, non, faut donner envie. Et voilà. Super. On va passer à la première question. Ah non, pardon, on va vous présenter les 5 questions qu'on va aborder aujourd'hui d'abord. La première, comment impliquer les réfractaires? Donc le personnel dans l'entreprise qui n'a pas envie de faire de la qualité, comment on fait? La deuxième, quelles sont les questions qu'on peut poser quand on est dans un processus de recrutement ou en discussion pour une nouvelle mission, pour mesurer, estimer l'implication de la direction vis-à-vis du système de management? La troisième, comment se préparer avant un audit de certification? En 4, comment faire le lien entre les enjeux et la politique? C'est un peu plus technique, norme. Et puis la dernière, quels indicateurs de performance choisir pour mes processus? Bon, alors chacune des questions, on aurait pu y passer un live entier. L'objectif aujourd'hui, c'est pas de faire un truc hyper exhaustif. C'est plus de vous donner nos points de vue, nos idées, et puis de rebondir, de discuter avec vous. Oui, que ça vous amène à réfléchir aussi à ces questions-là. Voilà. Oui, vous amenez de la matière à réfléchir. Allez, c'est parti avec la première question. Comment impliquer les réfractaires? J'ai bien envie de te laisser démarrer. Allez, je commence. Donc cette première question, voilà, il faut comprendre que forcément, quand on monte un système ou un projet quel qu'il soit d'ailleurs, ça ne s'applique pas qu'à la QSE, faut considérer 3 typologies de personnes. Voilà. Vous allez avoir des promoteurs de l'ordre de 20%, j'avais fait un post là-dessus, voilà, qui vont vous suivre quel que soit le projet. Donc eux, ça va être un peu vos promoteurs, ils sont là pour mettre en avant la démarche, essayer d'impliquer aussi les équipes en se mettant en action, en mouvement. Donc ça, voilà, les promoteurs. Ensuite, on a les réfractaires, donc qui sont à peu près 20% aussi. Donc eux, peu importe le projet, ils vont émettre des réticences, des doutes et freiner la démarche. Et puis au milieu, il y a les 60% de ceux et celles que l'on doit réussir à convaincre le plus possible, que de passer d'un côté ou de l'autre. Donc le mieux, c'est que ça passe du côté des promoteurs pour limiter le nombre de réfractaires. Voilà, on est à peu près sur ces taux-là. Maintenant, si on parle des réfractaires, alors on va être amené à identifier 2 types de réfractaires. Il y a les réfractaires. C'est un peu comme le live du mois dernier, on avait les pilotes. Donc là, réfractaire, je crois que si on juge qu'on a tout fait, je crois qu'on ne peut plus rien faire pour eux, ni pour nous. Donc je pense qu'à ce moment-là, il faut arrêter de perdre son énergie. C'est la règle des 80-20 aussi qui fonctionne aussi ici. Si vous vous rendez compte que vous dépensez 80% de votre énergie pour 20% des personnes, ça va être un peu compliqué. Parce que déjà, les promoteurs vont se sentir lésés au profit des réfractaires. Et donc, ça donne envie de faire quoi? Ça donne envie d'être réfractaire, peut-être, aussi, pour qu'on passe plus de temps avec nous. Et puis, la deuxième typologie de réfractaires, c'est ceux qui sont réfractaires parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de pédagogie, pas eu suffisamment d'information, pas eu suffisamment de marketing. Voilà, Benoît a fait une super newsletter là-dessus. Sur le marketing en qualité, je vais te laisser en parler comme ça, parce que ça permettra de donner des billes pour comment convaincre les réfractaires. Ouais, puis ça fait bien la transition avec ce que je disais dans ma présentation. Les réfractaires,
pour qu'ils soient... Alors, je ne prends pas la catégorie réfractaire. Eux, ils sont contre l'entreprise fondamentalement, ils sont obligés de travailler, c'est une contrainte. Perdez pas votre temps avec eux, c'est peine perdue. Par contre, cette deuxième catégorie qui sont réfractaires parce qu'ils ne voient pas pourquoi ils le feraient, en fait. Ils ne voient pas l'intérêt. On peut avoir une approche marketing avec eux. Le principe du marketing, c'est quoi? C'est qu'on rend visible quelque chose et on va essayer de mettre en avant, de vendre les bénéfices pour que des clients potentiels achètent les bénéfices. Et ça, si je le transpose rapidement dans la qualité, ce qu'il va falloir leur expliquer à eux, c'est ce que ça leur apporte de faire la qualité. C'est pas les procédures qu'il faut aller leur détailler en disant il faut que tu fasses ça, ça, ça. Non, on va rester sur la contrainte. Par contre, ce qu'il faut absolument leur mettre en avant et leur faire comprendre et percevoir, c'est en faisant ce que je te demande, la finalité, ça va être ça. L'impact, ça va être celui-là. Alors, pour l'entreprise, certes, mais l'idéal, c'est qu'il y ait un impact pour eux-mêmes. Je te demande de changer ta manière de travailler. OK. Par contre, l'impact, c'est que tu vas gagner du temps pour faire ça, c'est que ça, ce sera plus satisfaisant, c'est ainsi de suite, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que si on compare avec le marketing, on achète un produit. Quand on fait la démarche d'acheter un produit, on l'achète pour soi, parce qu'on veut les bénéfices pour soi-même. Et c'est ça qu'il faut essayer de rechercher. C'est-à-dire que les réfractaires aient envie de faire de la qualité parce qu'ils comprennent qu'il y a quelque chose dedans de bon pour eux. Et pas parce que c'est intéressant, parce que vous êtes sympa, parce que... non, il faut trouver un truc pour eux. Donc c'est ça tout le jeu avec les réfractaires, c'est aller trouver le levier chez eux, qui va... Enfin, la lumière plutôt qui va s'allumer, le gain qu'ils peuvent y trouver en faisant de la qualité. Et je pense que pour ajouter une chose, je pense que les QSE, on est QSE pratiquement tous et toutes ici, on est en partie responsable aussi de cette catégorie de réfractaires. Parce que historiquement, la fonction ne nous permettait pas, en tout cas, c'était pas dans l'air du temps que de développer les soft skills, de développer cet aspect un peu communication, donner envie, essayer de rendre sexy les choses, les présentations. On était sur du document Word de 40 pages. Comment on peut donner envie aux gens de faire ça? Donc, je pense que la première chose, c'est avant de se dire, bah tiens, comment je vais faire pour changer les réfractaires? La première question à se poser en tant que QSE, c'est comment je vais faire pour changer ma com, ma façon de donner envie à ces personnes-là. Je pense que ça, c'est vraiment une des premières choses à faire. Voilà, donc rester en veille sur les modes actuels en termes de marketing, je pense que c'est quelque chose de super important pour rendre sexy ces présentations et donner envie. Ouais. Je veux une question, l'intérêt personnel. Et je comprends que ça surprenne parce que c'est pas quelque chose qu'on entend de manière courante. Je vais donner un exemple concret. Prenons un pilote de processus qui a absolument pas envie de le faire, à qui on a dit de le faire. Il va mettre à jour ses indicateurs une fois par an avant la revue parce qu'on lui a dit de le faire. Il met à jour sa fiche de processus parce qu'on lui a dit de le faire. C'est quoi son intérêt personnel à le faire? Un angle, ça peut être en pilotant tes activités grâce au pilotage de processus, tu vas améliorer les résultats sur tes indicateurs. Tu as des objectifs personnels financiers sur tes indicateurs. Bon, si tu veux augmenter ta prime annuelle, ton augmentation, fais ce que je te demande. Ça peut être un intérêt comme ça. Alors, il est un peu extrême, celui-là. C'est vraiment, on a zappé complètement le côté qualité. Mais c'est un exemple pour vous faire comprendre. Trouver ce qui motive la personne. Et qu'est-ce que dans les activités qualité, quels sont les éléments qui peuvent servir sa motivation à elle? Parce que si là, elle adhère à ça, ça va être une porte d'entrée. Et une fois qu'elle a mis le pied dedans, elle va en voir plus, elle va en découvrir plus. Et petit à petit, elle va rentrer dedans, quoi, tout simplement. D'ailleurs, j'ai vu que c'était une question dans le village QSE, justement, qui vient d'apparaître ce matin. Donc, c'est vraiment, voilà, quand c'est un réfractaire qui est aux opérations, on va dire que c'est peut-être un peu moins impactant que quand c'est un pilote de processus qui est réfractaire ou un manager. Là, ça devient encore plus compliqué. Et là, je pense que le leadership est là aussi, la direction est là aussi pour trancher à un moment donné. Les limites de la qualité, c'est quand on ne peut plus rien faire parce qu'on a utilisé tous les outils pour convaincre. Au bout d'un moment, c'est plus une question de qualité, c'est une question RH et une question de direction. Exactement. Et ça, tu fais bien de le noter parce que je reprends l'exemple du pilote de processus parce qu'il est flagrant. À partir du moment où une mission est confiée à quelqu'un et qu'il ne la fait pas, la question, c'est pas de savoir comment le convaincre. La question, c'est que son manager joue son rôle de manager, le recadre et aille jusqu'à la sanction si le boulot n'est pas fait. Par contre, le problème, c'est que quand on est obligé de fonctionner comme ça, il ne faut pas s'attendre à des merveilles en termes d'engagement derrière. On va avoir un service minimum. Donc, il faut éviter d'en arriver là.
Et c'est pour ça que avoir plus la démarche de vendre les bénéfices, c'est parce que ça amène de meilleurs gains derrière et un meilleur engagement derrière si d'elle-même, la personne voit un intérêt et monte dans le bateau. Et Et comment puis oui, communiquer? Jonathan qui nous listait des exemples d'intérêt personnel, bah oui, du gain de temps dans le quotidien, une meilleure qualité de travail, une diminution de charge mentale, satisfaction personnelle accrue. Ouais, on peut trouver tout ça en fait en s'impliquant dans les actions qualité. Faut pas oublier qu'on met en place la QSE, c'est pas pour de l'assertif, c'est pour déjà valoriser ce qu'on fait bien, pour impliquer les équipes dans un projet commun. Et après, Mmh. rechercher les améliorations. Et valoriser ce qu'on fait bien. Donc c'est sûr que si vous arrivez devant des gens en leur disant bon, on va voir ce que tu fais mal, ça va pas le faire. Voilà, je suis un peu extrême, mais voilà. Non, mais c'est ça. Et puis, je vois l'heure qui tourne un peu. Je pense qu'on va bientôt, enfin, clôturer sur cette question. Mais moi, j'aimerais clôturer sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est que, en fait, on peut avoir des réfractaires, hein. Je veux dire, il y en a dans toutes les entreprises, une certaine proportion. Et à un moment, passez pas la moitié de votre temps à essayer de convaincre des têtes de pioche. Enfin, occupez-vous de ceux qui accrochent, occupez-vous de ceux qui hésitent. Vous aurez beaucoup plus de résultats. Et tolérez que, bah, il y en a 5-10%, bah, c'est peine perdue, tant pis, bah, on fait avec. On ne peut pas convaincre tout le monde. Bah, vous n'y Non. arriverez pas, de toute façon. Techniquement, ça ne marche pas. Donc, ce qui est important, c'est que le système progresse, le système avance, et donc on en embarque un maximum. Et petit à petit, bah, peut-être qu'on arrivera à les rattraper, les autres, mais sinon, on les laisse. On passe à la deuxième. Allez, c'est parti. Alors, quelle question poser en entretien avec la direction pour une nouvelle embauche, une nouvelle mission, pour estimer l'implication de cette direction? Alors, tu veux que je Allez, commence? vas-y. Alors bon, j'avais fait un post là-dessus, donc ça aide un petit peu, hein. C'est vrai que ce que vous soyez embauché, en tout cas que vous passiez à un entretien d'embauche ou qu'on vous confie une nouvelle mission ou que vous ayez aussi un entretien avec votre direction, ça fonctionne aussi. C'est vraiment des questionnements à avoir vis-à-vis de la direction pour savoir où vous mettez les pieds dans les différents projets qu'on va vous proposer. Une des premières questions, je pense, fondamentales aussi, si vous êtes déjà certifié, si l'entreprise est déjà certifiée, c'est de savoir pourquoi. Pourquoi vous êtes certifié. Il va y avoir la raison business, mais il faut essayer de sentir dans la direction s'il y a autre chose que cette volonté business. En tout cas, si vous voulez tomber dans un système qui soit porté par la direction. Après, ça, c'est à vous de choisir. Mais en tout cas, normalement, la première vraie question, c'est pourquoi. Pourquoi vous faites tout ça? Voilà. En fait, c'est un QQ QCCP un petit peu. Hein. Voilà, qui est impliqué? Quelle est votre place? Alors, il n'y a peut-être pas le où, mais il y a le quand. Qu'est-ce que vous visez à moyen terme? Qu'est-ce que vous apporte cette démarche? Quels moyens? Donc, combien vous mettez sur la table pour que le système fonctionne? Combien en termes d'humains, mais en termes d'argent aussi? Quels sont les investissements à venir? Je pense qu'avec la direction, il faut aussi essayer d'identifier lors de cet entretien, même si ça va faire le lien avec la question 4, d'identifier ces problématiques réelles et de voir quel est le lien entre ces problématiques réelles et la mise en œuvre d'une démarche QSE. Qu'est-ce qu'elle doit porter et quel intérêt il a de porter cette démarche-là. Ouais. Et moi, je rajouterais que ce que j'aimais bien faire, mais que j'ai fait sur mes derniers entretiens, parce que avant, je n'osais pas, hein, très clairement, mettre les pieds dans ce sujet. Mais par contre, ce que je faisais sur les derniers, je demandais à la direction de m'expliquer le système, en fait. Ouais. Donc, comment est-ce qu'il est organisé? C'est quoi les processus? Comment fonctionnent les revues? Qu'est-ce qui est ressorti de la dernière revue de direction? Et là, vous voyez très vite si la direction fait acte de présence et fait ce qu'on lui demande parce qu'elle n'a pas le choix et qu'elle donc elle est incapable en fait d'en parler. Ou si elle sait parfaitement, parce qu'elle a participé à la réflexion, qu'il y a peut-être eu des évolutions de l'organisation ou de découpage des processus, qu'en revue, on a pris des décisions entérinées par la direction et que elle les connaît puisque c'est des décisions d'amélioration du système et de l'organisation pour l'année à venir. Donc je pense qu'il faut vraiment y aller avec les deux pieds dans le plat. Et c'est presque comme un audit. En fait, mettez-vous dans le rôle de l'auditeur, l'audit de la séquence de direction, quoi. Enfin, la séquence de l'audit de la direction. Qu'est-ce qu'il fait l'auditeur? Il pose des questions pour voir si la direction est leader. Bon, faites exactement la même chose. Et par contre, c'est super intéressant de le faire parce que je pense que ceux qui ont de l'expérience le savent et les autres vont le découvrir très vite. Être responsable QSE dans une entreprise avec une direction qui est vraiment leader, qui a compris à quoi ça sert et qui est derrière,
c'est complètement différent qu'une entreprise où la direction n'a absolument pas compris ce qu'est la démarche QSE, ne veut que la certification parce qu'il y a peut-être une exigence du marché et que elle est obligée. C'est un vrai critère de choix d'entreprise, hein. Ah oui. Ça va avoir énormément d'impact sur votre quotidien et sur l'intérêt du job. Et puis, il y a une question aussi, est-ce que la direction acceptera de me former? Est-ce qu'on acceptera que j'évolue dans mes compétences? Est-ce qu'on m'ouvrira la porte à l'amélioration de mes compétences, qu'elles soient techniques, normatives, mais aussi de management? Voilà, ça, c'est des vraies questions à Mm. poser aussi, parce qu'on peut, on peut croire que la direction pourrait croire qu'on vous embauche, donc vous êtes compétent, donc pas besoin de vous former. Non, je pense que c'est un métier qui nécessite une veille sur beaucoup de domaines et pas mal de formation. J'aime beaucoup la remarque de Mathieu. Pouvez-vous me décrire votre SMQ? Réponse, je peux faire appel à un ami. Non. Voilà, après, Ni faut... de 50-50 et ni de vote du public. Non, tu sais ou tu sais pas. Et si tu sais pas, j'ai ma réponse. Après, quand on pose cette question à une direction, on ne s'attend pas à ce qu'elle emploie les termes processus, enfin si, un petit peu quand même, mais peut-être pas, voilà, qu'elle n'ait pas besoin de connaître par cœur cette démarche-là, mais qu'elle sache l'intérêt qu'elle a pour lui, pour elle, la direction, qu'elle a l'intérêt pour l'entreprise et quel est le degré d'implication de ses équipes. Voilà, je pense que c'est ultra important. C'est surtout que si l'entreprise, si le dirigeant a compris que le système de management sert à réaliser sa stratégie, en gros, il a besoin de vous pour réaliser ça. Si il l'a pas compris, il a une manière de travailler, il a besoin de vous pour gérer des certifs et des problèmes. Et ça, il doit pouvoir vous l'expliquer. C'est-à-dire que quand on lui demande de décrire le système, s'il en est incapable, c'est qu'il n'a pas compris qu'il a besoin de vous pour mettre en œuvre ce que lui a en tête. Mm. Et donc c'est assez... mais en général, hein, la réponse, elle va être claire. Mais Hélène le dit bien, hein, parfois, dans certains secteurs d'activité, effectivement, pour bosser, il faut. Alors, c'était sur le commentaire juste avant, mais ça aussi, c'est bien. Voilà, ils ne savent pas expliquer ce type de questions parce qu'en fait, c'est une démarche subie par le marché, par le secteur d'activité. Et l'entreprise s'est engagée dans cette démarche seulement parce que c'était une pression. Donc, forcément, on va subir cette démarche tout le long. Donc, soit on arrive à convaincre le dirigeant, ce qui est quand même très compliqué, mais soit on arrive à le faire, et j'ai réussi à le faire avec un dirigeant dans une boîte, donc c'est pas souvent qu'on y arrive quand même, hein. Quand les dirigeants veulent pas, ils veulent pas, ou d'un moment c'est leur boîte, hein, ils font un peu ce qu'ils veulent. Mais si on y arrive, tant mieux. Si on n'y arrive pas, à un moment donné, il va falloir se poser des questions sur son propre poste et savoir si on est prêt à accepter de gérer une démarche subie. C'est sûr que c'est compliqué. C'est compliqué, mais c'est un critère qui, à mon sens, a autant, si ce n'est plus de poids que l'intérêt en lui-même de la mission qui est proposée, que la rémunération, Enfin, c'est un critère super Ouais, important. Ouais. ouais, clairement. Clairement. Ok, On donc passe à la troisième. ouais. Après, entre le discours et la vraie vie, hein, c'est pas il y a qu'à faucon, hein. C'est un travail de longue haleine. Voilà. Alors, comment se préparer à l'audit? Alors, c'est assez intéressant cette question et on remercie celui qui nous l'a posée parce que je pense qu'il a lu nos posts de ce matin. Il nous a fait un petit clin d'œil parce qu'elle est arrivée tard, celle-ci. On va y répondre rapidement, mais après, on va vous donner des éléments pour avoir plus d'éléments de réponse. La première chose, c'est que ça paraît être une évidence, mais la préparation est primordiale. Autrement dit, arriver à un audit, les mains dans les poches, en se demandant comment ça se passe, en se disant que non, non, mais on est bon, alors qu'on n'est pas forcément. Vous êtes sûr de courir à la catastrophe et du moins à empiler les constats et les difficultés. Donc, un temps de préparation est totalement nécessaire avant l'audit. Et c'est uniquement quand on a passé plusieurs années sur un système de management avec des audits qui fonctionnent bien qu'on peut l'alléger parce que voilà, on a des gens qui ont l'habitude et qu'ils savent faire. Deuxième chose sur cette préparation, et ça c'est central, elle doit absolument être collective. C'est-à-dire que ce n'est pas vous qui préparez toute l'entreprise à se faire auditer. Vous n'êtes pas responsable de toute l'entreprise. Vous êtes en charge peut-être d'un processus, vous êtes peut-être pilote d'un processus, et votre job après, c'est de coordonner un système de management et puis les activités autour de la qualité.
Ce qui veut dire que tous les autres périmètres, ils ont des managers, ils ont des pilotes de processus aussi. Donc, c'est eux qui préparent. Par contre, vous êtes là pour les aider à se préparer, pour leur amener le deuxième élément de la méthode. Et avoir une méthode pour mettre un cadre, pour que ce soit efficace, pour que ce soit efficient, pour qu'ils s'y retrouvent. Et puis une méthode qu'on peut reproduire à chaque audit. Et améliorer avec le temps. Après chaque audit, un peu de retour d'expérience et on voit ce qui a bien marché, ce qui n'a pas marché, comment modifier la manière de se préparer pour l'audit suivant. Mais je pense que voilà, ça doit absolument être collectif. Et là, je reviens à la direction. Hein. C'est-à-dire, quand je dis que c'est collectif, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin de temps de la part de l'ensemble de l'encadrement pour que chacun prépare son secteur. Et Oui. donc, ce temps, il doit être dans l'emploi du temps, il doit être OK. Et pour ça, la direction doit être OK. Et pour ça, elle doit avoir compris que c'est utile. Et Alors, puis, tu veux rajouter quelque chose avant que... ouais, c'est pas parce qu'on dit qu'il commence préparer à l'audit, ça sous-entend pas qu'on n'est pas préparé tout le long de l'année. Hein, c'est pas ce qu'on dit. Hein. Le mieux, c'est qu'un système soit auditable n'importe quand dans l'année. On est bien d'accord là-dessus. Maintenant, il y a des boîtes dans lesquelles ça va se faire un mois avant, 2 semaines avant. Voilà. On n'encourage pas ça. Ce qu'on veut dire par là, c'est que même si on est prêt, c'est intéressant de voir l'audit. Alors, je vais prendre ça me vient en tête, comme une pièce de théâtre, en fait, vous la préparez. Ça veut dire que vous arrivez à mettre en avant le texte que vous voulez mettre en avant. C'est pas tricher, c'est juste considérer que l'audit, vous en avez une vision positive. Vous voulez montrer ce que vous faites de bien, sans pour autant cacher ce que vous faites de moins bien. Mais ça, c'est le job de l'auditeur, c'est pas le vôtre. Voilà. Ouais, exactement. Et je viens de perdre mon idée, dis donc. Ah, pardon, je t'ai coupé. Oui, non, c'est bon. En fait, c'est un exercice, l'audit. Et c'est ça qu'on prépare, c'est l'exercice d'audit. C'est les quelques jours de présence de l'auditeur et d'activité avec l'auditeur. Sauf que ça peut bien se passer que si le système est vivant toute l'année. C'est sûr que si on commence 2 semaines avant et qu'il ne s'est rien passé, ça ne marche pas. Et pour autant, on peut être très bon, très calé, très robuste toute l'année. Si on ne prépare pas un minimum l'exercice à proprement parler, on peut se planter aussi. Donc, c'est vraiment le prendre comme un exercice. Et on prépare dans quel but? D'en tirer un maximum de bénéfices de l'exercice, qui peut passer par une certification, mais pas que. On peut tirer beaucoup plus de choses aussi. On va peut-être pas continuer trop longtemps sur cette question, parce qu'il y a quoi en parler très 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 longtemps. D'ailleurs, je crois que tu as fait une formation là-dessus, qui est sortie lundi. Donc, moi, je pense ça. que voilà, il y a un cours complet là-dessus. On pourrait y passer 2h30 de vidéo, c'est ça à peu près. Et voilà, donc il y a de quoi dire, parce qu'il y a l'avant, mais le très en amont, il y a le juste avant, il y a le pendant. Ouais. Et un audit, ça se prépare aussi pendant. Ça veut dire que c'est pas parce que vous êtes en train de vous faire auditer qu'il n'y a pas de la préparation pour ce qui va suivre, de l'anticipation de choses. Donc tout ça, je crois que tu en parles très bien dans ta formation. Voilà. J'essaye en tout cas, oui, d'en parler dans cette formation qui est, dont le but, c'est vraiment ça, préparer cet exercice les semaines avant pour qu'on tire un max de bénéfices de l'audit. Et pour être clair, pour moi, l'objectif d'un audit, c'est pas la certification, parce que dans 99% des cas, vous l'avez de toute façon. Il faut vraiment qu'il y ait des problèmes pour pas l'avoir. Il y aura peut-être des non-conformités avec, mais ça c'est normal. Donc, c'est pas ça un bon objectif. Le bon objectif, c'est que l'audit, il doit servir au système de management. Et à l'issue de l'audit, on doit avoir une direction qui est encore plus leader. On doit avoir un personnel qui est encore plus impliqué, engagé. On doit avoir des choses à améliorer. Donc, ça doit avoir révélé des problèmes. Et on doit avoir des pistes pour s'améliorer. Pas forcément basées sur des problèmes, mais de nouvelles idées. Quelque chose qui alimente la dynamique d'amélioration du système de management. Clairement. Et ça, il faut s'organiser pour aller chercher tout ça. C'est ça la vraie préparation. Je vais vous mettre le lien dans le chat pour ceux qui ont envie d'en savoir plus sur cette formation, qui voudraient aller jeter un œil. Et puis, comme j'ai envie qu'un max de personnes puissent aller en profiter, je la lance jusqu'à demain soir avec une grosse remise. Hop, elle y est. Alors, le lien n'est pas cliquable, il faut le copier-coller puis le mettre dans un navigateur. Voilà, et puis, en plus de cette formation, on a aussi CoachMe QSE. Je te renvoie à la politesse, mon cher. Le programme d'Anthony, qui a aussi un volet sur la préparation des audits, alors qui ne prend pas sous le même angle que moi, on a un peu fait du copier-coller. Non.
peut-être plus comme un retour d'expérience de voilà, quelles sont les questions à préparer, les Voilà, questions susceptibles d'être posées sur les différents sujets, c'est ce qui ça. va permettre ensuite de se préparer à y répondre et de voir comment on se prépare à y répondre. Exactement. Ouais, ouais, c'est ça. Totalement. Voilà, donc c'est vrai que la préparation de l'audit, c'est vraiment tout ça de cumuler. L'audit en tant que tel, c'est un PDCA aussi, hein, et le P est aussi important que quand on monte un système. Donc essayez d'investir dans le P. Voilà. On passe à la quatrième question. Alors, comment faire le lien entre les enjeux et la politique? Alors Yes. là, on part dans les exigences des normes, Oui. chapitre 4. Euh, T'as envie de commencer? J'ai envie de te laisser commencer. Vas-y. Alors déjà, hein, déjà bien rappeler le positionnement de chaque thématique. Hein. La direction au plus haut niveau a une vision. Pour y arriver, elle va mettre en œuvre une stratégie qui est portée par des thèmes clés, qu'on va ici appeler les enjeux. Okay, ces enjeux-là, ça va être des thématiques, des mots forts. C'est voilà, des thèmes, ça peut être réglementaire, économique, on va revenir dessus. Et pour mettre en œuvre ces orientations-là, elle va s'appuyer sur un engagement sous un format politique. Donc, dans cette politique, il va y avoir plusieurs engagements et des objectifs. Donc on est vraiment dans un entonnoir. La vision, les enjeux, la politique et la mise en œuvre des objectifs dans les processus. Donc déjà, c'est important de comprendre ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je regarde cet entonnoir-là, c'est sûr que s'il n'y a pas de lien entre là où la direction veut amener son entreprise et la politique de l'entreprise, il y a un problème. Il faut savoir aussi une chose, c'est que très souvent, les enjeux dans les grandes boîtes sont déjà déterminés. Vous avez un plan stratégique à 5 ans. Donc là, j'ai envie de dire que le lien est un peu plus simple. On prend ce plan stratégique-là, et puis on va regarder quelles sont les thématiques qu'on veut bien intégrer dans notre système QSE, parce qu'on n'est pas obligé de tout intégrer. Il y a des systèmes de management qui n'intègrent pas, alors, moi ça me surprend, mais je peux le comprendre dans des grandes boîtes, la dimension financière. Voilà. Toute la dimension économique, financière, développement, on ne la voit pas dans ce système-là, parce qu'il est là, le système est là pour porter vraiment le QSE en tant que tel. Mais bon, donc après, on l'intègre dans une politique. Donc si les enjeux sont déjà déterminés, pour créer la politique, ce sera plus simple. Alors normalement, c'est à la direction de créer la politique. On est d'accord. Mais très souvent, c'est quand même le responsable QSE qui rédige, propose, échange avec la direction pour valider la politique. Alors moi, c'est ce que je conseille déjà. Je le conseille pourquoi? Pas parce que c'est quand même à la direction de le faire, mais parce que la direction pourrait être amenée à mettre des engagements un peu flous, globaux, généraux. Et le problème qu'on a, c'est que dès qu'on insère des engagements dans notre politique, il faut y fournir un cadre derrière pour mettre en œuvre des objectifs, donc pouvoir mesurer quelque chose. Donc si c'est trop flou, ça va être difficilement mesurable et on va se retrouver à ne pas faire le lien entre ce qui est pensé par la direction et ce qui est fait sur le terrain. Donc c'est pour ça aussi qu'il va falloir s'entretenir avec la direction. Je te laisse prendre la parole, après on fera ping-pong s'il faut. Ouais. Non, mais je vais rebondir sur ce que tu disais que j'aime beaucoup aussi, de dire que, ouais, attendez pas qu'un dirigeant ait forcément la compétence pour rédiger une politique. C'est pas ça, ça va leur ajouter aux dirigeants. Ça va leur ajouter, c'est d'analyser un contexte interne-externe, de prendre des décisions, de fixer des axes stratégiques, et après, c'est de diriger, de prendre des décisions, de confier des missions, et ainsi de suite. Donc, la politique, c'est un exercice de com. Ça sert à transmettre un message, ça sert à harmoniser un peu, rendre concret une vision stratégique. Donc, je pense que ce qui est une bonne pratique, c'est de discuter de la politique avec le dirigeant. Et après, vous proposez une rédaction, et ça, c'est OK, en fait. Par contre, ce qu'on va absolument, je pense, éviter, c'est que vous faites tout de votre côté et puis vous lui donnez à signer et il ne la lit même pas. Bon, là, Et ça Anne va le dit pratiquement bien. rien. Anne le dit Pardon? bien, la nécessité de rentrer par la fenêtre. Ouais, alors ça, c'est un clin d'œil à ton post d'hier. Voilà. Ouais. Non, normalement, non, je rejoins Benoît quand il fait le commentaire, c'est que normalement, si la porte est fermée, elle est fermée. Le problème, c'est quand elle est tout le temps fermée, comment on fait pour questionner la direction sur ces enjeux? En même temps, c'est à la direction de porter la démarche. Donc là, c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. On ne sait plus par quel bout prendre Ouais. le truc, quoi.
c'est compliqué. Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que moi, je considère que la politique, c'est donc un outil de com plus qu'autre chose et qui est une donnée de sortie de toute cette réflexion stratégique qui incombe à la direction, qui va concerner les parties intéressées, leurs besoins attentes, les enjeux internes externes, les risques opportunités, etc. Tout ça, ça passe à la moulinette de l'encadre, enfin, de l'équipe dirigeante, Mmh. et il en ressort des décisions stratégiques. Ben voilà nos axes de travail, nos priorités. On alloue des ressources pour essayer d'y atteindre, on confie des responsabilités, et en gros, tout ça, on consigne dans un support de com, qui est la politique. Mmh. Euh, donc le plus important, c'est pas tant la politique, c'est ce qui est avant. Je veux dire, un dirigeant qui est, ou je dis même une équipe dirigeante, parce que j'aime bien avoir un codir qui est dans tout ça, Oui. euh, qui ont fait le boulot sur les enjeux, qui ont fait le boulot sur les besoins attentes, qui ont analysé, qui ont pris des décisions derrière d'orientation stratégique à 3-4 ans, avec une mise en œuvre opérationnelle année par année qu'on fait avancer. Si vous avez ça, c'est top. La politique, ça les saoule, ils ont autre chose à faire, ils vous demandent de vous en occuper, bon, bah faites-le, on Mmh. s'en fiche. Ouais. Mais uniquement si on a bien ça avant. Oui. Si vous devez faire tout ça avant, non, là, non, ça marche pas. Et souvent, la direction a déjà fait ce travail, mais on ne le sait pas en tant que responsable QSE. C'est ça le Ouais. pire. Si vous n'êtes pas dans le CODIR, si la direction voit la démarche comme une démarche seulement certifiée et rien de plus, bah, vous allez avoir des problèmes pour capter de l'information associée aux réelles orientations stratégiques de la direction. C'est pour ça qu'il vous faut aller voir cette direction, la questionner sur quelles ont été les victoires, les échecs passés, quelle est sa vision à moyen terme, comment, dans le meilleur des mondes, il aimerait que son entreprise évolue, ou le CODIR, on peut parler du CODIR plus largement. Et amener cette réflexion-là montre que déjà, vous avez un intérêt, que vous savez parler à des dirigeants, parce que c'est aussi un reproche qui peut être fait à beaucoup de QSE, c'est que dès qu'on se retrouve face à la direction, on est un peu bloqué, on va parler toujours de processus, d'informations documentées, de PIP, pour faire peur à tout le monde. Voilà. Et là, ça marche pas en fait. C'est pas ça la vraie vie. Donc moi, le questionnement que je fais souvent quand je commence un accompagnement, j'en ai fait un il y a quelques semaines, j'en commence un. Je suis avec la directrice générale et là, c'est voilà, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années, qu'est-ce que vous en retenez de bon et de moins bon, quelle est votre vision à moyen terme. Voilà, la direction me dit moi, je voudrais vraiment qu'on soit engagé avec une forte identité, donc tout ce qui est marque employeur, qu'on soit en avance de phase d'un point de vue innovation sur les produits qu'on utilise. Je ne vais pas aller plus loin pour ne pas parler du client. Voilà, et ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand je capte ces informations et que la directrice me dit, voilà, nous, avec le CODIR, on a fait une matrice de risque stratégique. Bon, super. Est-ce que je peux l'avoir? Est-ce qu'on peut en discuter ensemble? Et là, ces thématiques-là qui vont se ressortir de cette analyse de risque stratégique, ça va être des thématiques que je vais appeler des thèmes clés, donc des enjeux, et je vais m'efforcer à les intégrer dans la politique, d'une manière ou d'une autre, soit sous un format d'objectif, soit sous un format texte, pour donner de l'information non confidentielle, à l'ensemble des équipes qui pourront consulter cette politique. Donc c'est super important ce questionnement-là auprès de la direction. Et parfois même, la direction n'a rien. Et là, c'est vous. Alors, vous dépassez votre fonction un petit peu là. On dépasse un peu le cadre des normes ISO, mais c'est vous qui devrez amener par le questionnement la direction à réfléchir. Voilà. Ouais, et puis on se faisait la réflexion en préparant, je suis sûr que vous l'avez vécu aussi, vous, de votre côté, si vous avez assisté à des séances en audit de certif, de l'audit de la direction, donc à côté de votre dirigeant, et l'auditeur pose une question, et là vous dites, ah mince, ça on l'a pas. Comment il va se débrouiller pour répondre? Et là, le dirigeant, il vous sort une analyse de risque de je ne sais où, un truc que vous n'avez jamais vu, jamais entendu parler, et en fait, il avait tout. Ouais. Et ça, c'est... Alors du coup, sur le coup, on est content, parce qu'on a une réponse et ça se passe bien. Par contre, ça traduit que la com en amont, alors soit le dirigeant n'a pas voulu vous en parler, soit il n'a pas fait le lien entre ce que demandait en termes d'analyse de risque-opportunité, les normes, et ce qu'il faisait. Moi, je l'ai connu aussi dans le cadre où, dans un groupe, où c'est au niveau du groupe, on demandait aux différentes directions de site de faire tout un ensemble d'analyses de contexte, d'enjeux, de risques, exactement ce que demande la norme.
sauf que voilà, c'est sorti un jour pendant l'audit, parce que pour mon dirigeant, bah, c'était ouais, mais je fais ça pour le groupe. C'est pas. Ouais, Mais si, en fait, c'est exactement la même chose. c'est ça. Et parce que un dirigeant peut pas diriger si il peut pas naviguer à vue, en fait. Il analyse forcément les enjeux, les opportunités, les risques, mais en permanence, tous les jours, il se tient au courant de ça. Et il Mmh. suit les résultats et il adapte la trajectoire ou les ressources ou l'organisation quand il y en a besoin. Mmh mh. Donc, à mon sens, c'est un truc qui devrait couler de source dans toutes les entreprises. Là où c'est peut-être moins évident, c'est le formalisme. Eh oui. Et avoir la manière de formaliser sans faire de redondance par rapport à ce qui existe déjà, Mmh. en pensant que pour l'ISO, il faut un truc comme ça ou comme ci ou comme ça. Alors Voilà. déjà, hein, les normes ISO, aucune n'exige de formaliser, de documenter les enjeux. Déjà, au moins, on est tranquille là-dessus. Donc Mmh. maintenant, bah, il va falloir essayer de capter tout ce qui se passe au-dessus, comme tu l'as dit Benoît, et d'essayer soit d'en faire un document, soit, d'harmoniser le discours. Voilà. Vraiment, mais ça rejoint la question d'avant, hein, se préparer à l'audit. Mmh. À un moment donné, vous, direction, quand on va vous parler de ça, bah, c'est de ça qu'on veut. C'est cette matrice de risque qu'on veut voir. Voilà, ça existe. Il n'y a pas besoin de faire un document qui explique qu'on l'a. Il est Ouais. là, c'est utilisé. Voilà. Et Et d'ailleurs, tu fais bien de le dire, se préparer à l'audit, c'est préparer la direction aussi. Faut ah pas oui. l'oublier. Mmh mh. C'est une des séquences importantes parce que c'est une des premières en général. Elle donne le ton donc clairement de la préparation de la direction. Ouais. Je vais faire juste une dernière chose sur la cybersécurité. Ça m'est arrivé il y a quelques semaines. Je faisais un audit et puis je pose des questions à la direction et la direction me sort un peu toutes ses orientations sur l'écologie, sur l'innovation, sur le développement. Et puis moi j'avais la politique sous les yeux, en tout cas j'étais en train d'auditer, donc j'essayais de faire le lien pour voir s'il y avait une cohérence, quoi. Puis d'un coup il me dit mais par contre là cette année et les années à venir, le plus important ça va être la cybersécurité, il faut qu'on s'y mette à fond. C'est vraiment un truc qui me tient à cœur, je vais engager des choses, nanana. OK, super, très bien. Depuis quand? Depuis l'an dernier, on y est? OK. Je vois rien. Je vois rien, je sens pas ça. Je sens pas ça dans la politique, je sens pas ça dans les projets, je sens pas ça quand je parle aux gens. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est un peu ce lien-là qu'il faut faire. Donc si je reprends la question initiale, le lien entre les enjeux et la politique, c'est que c'est les enjeux et le système, en fait. On pourrait être encore plus large. Il faut qu'on Ouais. ressente ce qui est les thèmes qui sont importants pour l'entreprise. Et l'étape suivante, c'est la planification du système et des activités en cohérence avec tout ça. Mmh mh. Parce qu'effectivement, le risque, c'est qu'on trouve une réalité dans les activités qui a rien à voir avec ce qui est dans la politique. Et puis ça marche dans l'autre sens, des engagements ou des axes stratégiques annoncés dans la politique qui n'existent pas dans la réalité. Ouais. Donc c'est juste un exercice de com, qui fait le lien entre cette analyse stratégique et plus la planification et l'opérationnel. Mais l'important, c'est que ce qui sort de la stratégie arrive bien sur le terrain Mmh mh. et vienne de la réalité. Je prends juste une question de Caramba, je sais pas si tu la Ouais. vois. Est-ce que le responsable QSE est censé rédiger? Normalement, non. Maintenant, moi, ce que je fais, pour info, quand je fais des accompagnements, c'est que je m'entretiens avec la direction, je vais sortir les thématiques des enjeux et derrière, je vais essayer de sortir 3-4 axes de politique à chaud. OK, à chaud, je vais donner à la direction les thèmes que je vois bien intégrés dans sa politique. Et puis, je vais laisser reposer un petit peu et je vais attendre plusieurs semaines, voire mois, en fonction de la mise en œuvre de la démarche. Et en fonction de ce que j'aurais pu récolter de l'opérationnel, je viendrai incrémenter ces 4-5 objectifs, parfois que 3, de choses un peu plus précises. Et la direction me dira, tiens, oui, ou il me manque un thème. Et là, il y aura un espèce d'échange, de va-et-vient d'informations pour arriver à quelque chose de fidèle et de représentatif. Voilà. Ouais. Et pour clore cette question, j'aimais bien le commentaire de Frédéric. Alors qui nous sort un peu du sujet aussi, mais en fait non, c'est lié, que si le responsable QRSE est absent du CODIR, c'est plus opaque pour lui. Bah oui, évidemment. Je reprends mon exemple de cette analyse de risque demandée par le groupe. Si ça se trouve, elle a été discutée entre les membres du CODIR, ils l'ont fait ensemble. Si le responsable QSE était au CODIR, il le saurait qu'elle existe. Heu et donc voilà, c'est clair que pour qu'il y ait de la cohérence dans tous ces éléments d'enjeux de stratégie de politique, quelque part, c'est pas juste en faisant une réunion tous les 6 mois où on se pose des questions entre RQSE et direction qu'on va avoir les infos. L'idéal, c'est de positionner le responsable QSE au bon endroit et il est censé être au CODIR. Mais Clairement, oui. bon, après, c'est une autre question, je ne veux pas aller trop loin, on va dériver là-dessus. Mmh. On passe à la dernière question.
C'est la dernière. Ça va. Niveau timing, pour l'instant, on est bon. C'est Mathieu, je Ouais, crois, qui n'est pas sûr de notre timing. ouais, Bon, ça va. mais t'inquiète pas, Mathieu, on est bon pour ça. Bon, quoique le sujet, la cinquième, on pourrait y passer 1 heure aussi. Ah oui. Le but, Quels vraiment, c'est de indicateurs de dégrossir. Et peut-être performance? qu'en même temps, en dégrossissant ces questions, il y aura un autre live. Comme vous le savez, on essaie d'en faire Ouais, un par mois. Bah, peut-être que vous allez vous dire, bah, tiens, sur ces 5 questions, il y en a une qui pourrait être abordée sous un ouais. format d'1 heure et on est OK, puisque on va vous proposer un sujet, mais c'est vous qui pouvez le choisir aussi. On en reparlera Et juste puis, après. ouais, et puis j'en profite pendant qu'on répond à cette 5e question. Si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, vous pouvez les mettre en commentaire. On rebalayera les commentaires ensuite, et puis si on voit une tendance qui se dégage, eh ben on se le notera dans notre liste de sujets des prochains lives. Mm. Et si vous voyez quelqu'un qui a mis propose un sujet qui vous intéresse, mettez des petits likes, comme ça, nous, ça nous indique, OK, il y a plusieurs personnes intéressées par ça. Ouais. Alors, cette 5e question, quels indicateurs de performance choisir pour mes processus? Allez, c'est pour moi. Allez. De manière assez générale, on va partir du principe qu'un processus est efficace, fonctionne, fait ce qu'on attend de lui, si ses données de sortie, c'est livrable, ce qu'il fournit à ses clients, qu'ils soient d'autres processus en interne ou qu'ils soient le client en externe, est conforme à ce qui est attendu. Et d'un autre côté, si les activités qu'il met en œuvre pour arriver à fournir ces livrables sont faites comme prévu, sont faites dans les temps, au budget prévu, sont efficaces, sont efficientes, on arrive à maîtriser les ressources, les coûts associés pour produire ces données de sortie conformes. Ce qui veut dire que pour savoir si on a bien tout ça, on a besoin de 2 types d'indicateurs. On va mesurer d'une part la qualité des éléments qui sortent, la qualité du produit, la qualité qui peut être documentaire aussi, si le livrable c'est une information. Et puis, alors quand je dis la qualité, un taux de conformité, un taux de réclamation, ça peut être différents éléments en fonction de la nature de cette donnée de sortie de ce livrable. Et puis, on va avoir d'autres indicateurs qui, eux, vont se concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur. C'est plus des indicateurs d'activité. Est-ce que les choses sont faites en temps et en heure? Est-ce que comment dire? Je pense à des projets typiquement. Est-ce que les budgets des projets sont respectés? Est-ce que les plannings des budgets sont respectés? Est-ce que tous les livrables internes au projet sont bien fournis en temps et en heure? Et avec ça, ça nous permet de dire: «Oui, si on respecte tout ça, on travaille de manière efficace» et en plus, à la fin, on a un des livrables de chantier, qui vont être, on espère, conformes. Il y a plus de chances qu'ils le soient si on a bien mis en œuvre les activités comme prévu. Clairement. Donc voilà, la réponse est celle-là, si on ne veut ne pas aller trop dans le détail, c'est de dire des indicateurs qui mesurent ce qui se passe à l'intérieur de l'activité et des indicateurs qui mesurent la qualité des produits ou des éléments qui sortent du processus Mhm. à la fin. En formation, je donne toujours cet exemple, donc je vais le donner là aussi. Vous êtes coureur ou coureuse aux 100 mètres, vous vous préparez pour les JO. Ce process-là, qui va de le début de la préparation jusqu'à la fin des JO, c'est votre processus. Et là, quel est votre indicateur de performance? Vous visez quoi? Qu'est-ce que vous visez dans ce processus-là? La médaille d'or. Donc l'indicateur de performance, ça va être la couleur de la médaille. Donc ça, OK. Donc si vous êtes en or, très bien, vous avez un processus efficace. Mais derrière, vous n'allez pas forcément attendre d'arriver au JO ou d'être en finale pour commencer à voir si vous avez mis toutes les choses de votre côté. Donc pour ça, vous allez surveiller des paramètres. Vous allez surveiller votre poids, votre temps moyen en 100 mètres, le temps moyen des concurrents, la masse graisseuse, la masse musculaire. Et vous allez surveiller toutes ces informations-là pour essayer d'arriver à tendre vers votre objectif final qui est la médaille d'or. Dans tous les processus, ça doit être pareil. Si vous avez un processus de gestion des moyens et des équipements, il sert à quoi ce processus-là? Il sert à mettre à disposition des gens des moyens qui marchent. Voilà. Donc là, tout de suite, rien qu'en disant ça, je me dis, l'indicateur final, c'est quoi? Ça va être un taux de disponibilité, par exemple, ou un taux de panne, si on l'inverse, même si je préfère les indicateurs positifs que négatifs. Mais par contre, pour être sûr que les ressources sont disponibles, vous allez faire autre chose en amont. Vous allez vous dire, si je mettais en place un planning de maintenance préventive et que je le respectais, ça tendrait vers la bonne disponibilité de mes moyens. Voilà la différence entre les deux typologies d'indicateurs que j'essaie de donner à travers des exemples concrets.
Ah, voilà, c'est exactement ça. Alors pour moi, les indicateurs de performance, je vais leur donner, ce sont les indicateurs de résultat. C'est ceux qui arrivent à la fin, à qui je vais donner le plus de poids dans un calcul final pour avoir une note après que j'attribuerai au processus. Voilà. Si on arrive à bien faire, tant mieux déjà. Après, les indicateurs de surveillance sont là pour mieux faire. Ouais. Et je pense qu'il y a un point qui est important aussi, c'est que les indicateurs, ils dépendent vraiment de la typologie d'activité dans le processus. Euh, si on prend la partie où on veut des indicateurs sur la bonne réalisation des activités, un processus de production, par exemple, ce qu'on attend de lui, c'est du rendement. On attend du TRS, c'est-à-dire de la pièce produite au bon temps de cycle, en minimisant les arrêts dus à des pannes, en minimisant la non-qualité et en optimisant le temps d'ouverture de la ligne de production. Si je prends, à contrario, un processus marketing, on va peut-être avoir quelque chose de plus créatif où on va attendre la capacité à générer 3 propositions pour une nouvelle campagne de com. Et quelque part, la valeur ajoutée, c'est la qualité des idées, qu'elles soient sorties en 1 semaine, 1 jour ou 3 heures. C'est pas ça qu'on va rechercher. Donc, on va pas avoir un indicateur. Mettez pas un indicateur de rendement à un service marketing, sauf peut-être sur des activités de com, de volume de com. Mais si on est plus sur une activité qui est créative, l'indicateur, il doit permettre de mesurer qu'on a généré la créativité qu'on voulait générer. C'est ça. Alors que sur de la production, bah non, on a des objectifs, on veut qu'il y ait du rendement. Mais ce qui veut dire qu'on ne peut pas dupliquer bêtement les indicateurs sur tous les processus, ils doivent absolument être adaptés à la nature des activités. Puis on ne peut pas être dupliqué, et puis même d'une boîte à une autre pour un même processus, en fonction de votre capacité à mesurer, les outils que vous avez en place, etc., vous permettront parfois de calculer un indicateur super sympa, et d'autres fois, vous ne pourrez pas le faire, vous devrez trouver d'autres indicateurs. Alors combien? Bah ouais, je te laisse y Ouais. répondre peut-être. Ben, ça dépend. Ouais, je dis toujours entre 2 Il et n'y a 6. pas de bonne réponse. Voilà, il n'y a pas de Non. bonne réponse. J'aime bien entre 2 et 6, quoi. Max 6, même 5. Ça. Ouais. Il n'y a pas de... Le critère important, c'est qu'ils doivent être utiles. Devoir consacrer de la ressource à les calculer, à les compiler, si on n'en fait rien derrière, bah, on s'en passe, hein, il ne sert à rien. Être utile, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fonction de l'information que l'indicateur donne, soit il valide que ça fonctionne et qu'on continue ce qu'on est en train de faire, soit il nous envoie une info qui dit il faut changer quelque chose. Donc, changer quelque chose, ça veut dire qu'on analyse et on agit. Donc, un indicateur, s'il n'est pas bon, doit mener à une action. Si un indicateur ne mène jamais à aucune action, il ne sert à rien. En gros, à part avoir une info. Mais avoir une info, en fait, on s'en fout. Sauf les indicateurs qui sont bons depuis longtemps, avec lesquels qu'on veut garder pour valoriser le processus aussi. Pour faire de la com. Oui. Voilà. Mais ce qui veut dire, oui, je suis assez d'accord avec toi, entre 2 et 6, c'est bien. Au-delà de 6, on commence à se perdre. Et surtout que probablement qu'on peut en compiler certains, ou que certains ont plus d'impact potentiel que d'autres, ou sont plus générateurs d'actions que d'autres. Donc ouais, je suis d'accord avec toi sur la fourchette. Bon, voilà, hein, je pense qu'on a fait le tour des 5 questions. Ouais, je pense aussi. Et puis, ah oui, 13h53, il faut qu'on surveille le Voilà. timing. Mais on est pas mal. Alors, prochain live. Le lundi 10 juillet, c'est dans 3 semaines à peu près. À 13h, hein, comme À d'hab. 13h, oui, on l'a pas mis, c'est toujours à 13h. On passe sur un lundi, on change un petit peu. Et puis, alors, on propose un sujet. Dites-nous dans le chat si le sujet vous plaît. Et puis sinon, vous pouvez continuer d'en proposer d'autres. J'en ai vu plusieurs passer déjà. Ce qu'on vous propose, c'est les enjeux et les risques autour du QSE pour une entreprise en période estivale. Alors, pour une entreprise, hein, donc on va éviter de trop dévier sur les risques du barbecue et de la crème solaire et compagnie. Mais par contre, voilà, cette période estivale, il y a parfois des fermetures de sites, il y a des rotations de congés, il y a une augmentation de population intérimaire, il y a des conditions météo, tout un ensemble d'éléments en fait qui amènent des risques particuliers, des enjeux particuliers pour traverser cette période et repartir à plus fort rendement sur la fin de l'été. Donc voilà, celui qu'on vous propose, une fois de plus, dites-nous en commentaire. Et puis, alors, on choisira à la fin. C'est pas celui-là qu'on validera, mais on choisira parmi vos commentaires. ouais. Et puis on vous dira d'ici le prochain live quel sera le sujet retenu.
Le village QSE continue sa vie de village, pardon, avec ses villageois. On a quelques-uns qui nous rejoignent toutes les semaines, ça fait toujours plaisir. On a donc plus de 540 créations de comptes, 150 posts publiés, des 600 et quelques commentaires. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, le village QSE, c'est une communauté en ligne. Donc il y a des forums pour discuter, on peut mettre des posts, poser des questions, se répondre, liker. Puis tout ça organisé par thème autour du QSE. On peut aussi mettre des documents, on peut se partager nos retours d'expérience, nos bonnes pratiques, venir gueuler un coup quand on en a marre avec des gens qui comprennent ce qu'on raconte, alors que dans notre entreprise, personne ne comprend ce qu'on raconte et on se sent tout seul. Voilà, c'est prévu pour ça. On fait des visios aussi, on essaye une fois par semaine, où vous pouvez échanger directement avec nous, face à face, enfin, en caméra, quoi. Voilà. Exactement. Donc c'est en général, on est en petit comité parce que tout le monde ne vient pas. Et c'est tant mieux parce que du coup, on peut vraiment discuter. Ce village, on vous le propose, l'accès est payant. Alors, il y a une partie gratuite, mais qui est assez restreinte. C'est donne accès à quelques canaux de discussion, notamment celui qui est humoristique, ce qui est quand même pas mal. Par contre, voilà, le gros du forum est payant pour une raison simple, c'est qu'on veut des gens qui viennent pour participer, que ça intéresse, qui sachent pourquoi ils viennent, et pas juste qu'ils viennent regarder et pas participer. Et donc, on met une petite barrière, 5 € par mois TTC, ou alors 50 € par an, qui nous semble tout de même modeste, qui peut être prise en charge par votre entreprise. On peut fournir un devis, une facture s'il faut, il n'y a pas de souci. Et puis, vous disposez d'un mois d'essai gratuit, 30 jours, qui vous permettent de venir regarder, de participer, de savoir si c'est intéressant pour vous ou pas. Et je vais mettre le lien dedans, dans le chat, pardon. Et puis, je te laisse... Oui, je te laisserai aborder Audit réussi, mais Ouais, tu peux prendre voilà, là, le... on a notre liste de services qu'on vous propose. Donc, il y a les 100 conseils de Benoît, 100 conseils pour réussir la mise en œuvre d'une démarche qualité avec des conseils très opérationnels issus de ses 15 ans d'expérience. C'est assez Tu connais intéressant. bien. Pas mal, non? Ah ouais, tu connais bien. Hein. Ah ouais, je les ai lus. Ouais. Le coaching 1-1, donc là c'est le coaching soit Benoît, soit moi. On peut réserver une visio d'1 heure et échanger ensemble sur vos préoccupations. Il y a nos newsletters, la newsletter de Benoît et la mienne, qui fonctionne assez bien. Plus pour toi, Benoît, là-dessus. Voilà, plus de 500, même plus. Plus de 500, 1200 abonnés. 1200. Oh là, oui, 1200. Voilà, 1200 abonnés à la newsletter de Benoît. Donc voilà, une grosse machine qui marche pas mal. De mon côté, il y a CoachMe QSE, donc j'en ai parlé au tout début, mais c'est vrai, voilà, c'est mon programme en ligne. On est plusieurs derrière, mais en tout cas, c'est mon bébé. Voilà, c'est tout ce que j'ai appris des 15 ans de conseil. J'ai essayé de le mettre par chapitre des normes QSE avec des codes couleurs pour tout de suite identifier si je parle de 9001, de 14001, de 45001 ou des 3, avec des exemples d'outils à mettre en place, des exemples de conseils pour mieux mettre en œuvre l'exigence. Voilà, donc c'est mon bébé, comme tu dis. Voilà. Et le dernier bébé du jour, donc c'est le tien qui en. Et alors, c'est le petit nouveau-né, c'est Audit réussi. Donc, c'est mon premier cours en ligne format vidéo qui est sorti hier matin et qui a pour objectif de vous apprendre une méthode pour préparer les audits de certification et pour les réussir de manière plus sereine. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a une demi-heure, c'est pas seulement réussir à avoir la certif, mais réussir à en tirer quelque chose de plus, à impliquer les gens grâce à l'audit et à ce que ça serve la démarche qualité toute l'année, en fait, et pas seulement pour l'audit, pour la certif. Donc, c'est une formation donc, composée de 26 vidéos, ça dure 2h30 à peu près. Vous avez en plus des modèles de doc à télécharger, l'agenda de préparation d'une séquence d'audit, la liste les 10 commandements de l'audité pour mettre vos collègues dans la bonne posture face aux auditeurs. Et puis un exemple de checklist. Moi, je fais assez de checklist dans les préparations d'audit. C'est-à-dire que j'estime que sur chaque secteur, on doit savoir les points à préparer et qu'une fois qu'on les a identifiés, on en fait une checklist. Et à chaque audit, on ressort la checklist. Et bam, 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 bam. Est-ce qu'on est bon, on est bon, on est bon. Ça permet d'être efficace. Ça permet que l'encadrement du secteur le fasse sans vous, parce que les contenus, ils le connaissent. Et puis, ça permet de pas d'oublier de sujet. Je terminerai pour dire qu'il y a une grosse promo sur le lancement qui dure jusqu'à demain soir. Que le lien, je vous l'ai déjà mis dans le... Comment ça s'appelle ? Le chat. Le chat. Et de toute façon, vous trouvez, il suffit de venir sur mon profil. Si vous ne le trouvez pas, c'est que vous faites exprès. Et ben voilà.
crois qu'on a terminé à 14 heures pile, comme C'est tu peux le bon, voir, ça. Mathieu. Respect du timing. Je regardais juste dans le chat si on avait encore Non. des éléments sur lesquels on voulait rebondir. Et ben, on a Aïda qui nous dit merci pour le live. Ben, merci à vous tous. Je pense qu'on va clôturer du coup. C'était une fois de plus un plaisir de discuter avec toi, plus vous autres, mais avec nous qui parlons alors, avec toi. On invitera peut-être bientôt l'un ou l'une d'entre vous, on verra, on réfléchit. Ouais, c'est vrai qu'on s'est posé la question. Et j'ai envie de lancer un truc. Si l'un d'entre vous avait envie de venir parler avec nous pendant le live, ben, envoyez-nous un petit message, faites-vous connaître. Et merci Frédéric pour tout ça, pour toutes ces infos. Voilà, merci. Qui dit ma carrière est terminée, mais si j'ai une recommandation à faire aux plus jeunes, voilà. Bah, merci beaucoup. Merci. Et oui, et si vous voulez venir, venez, hein, venez, dites-le nous et on vous préparera. Non, puis là, c'est rigolo en fait. Ouais. On se marre bien. Allez, on va rendre l'antenne à l'heure. On vous Eh ben, souhaite merci. une bonne après-midi, une bonne semaine. Et puis Voilà. on vous dit à bientôt dans le village, sur LinkedIn, dans les newsletters et dans tout le reste. Il nous manque un générique de fin. On devrait créer un générique de Ouais, un fin. petit truc, j'ai le truc de TF1 en tête là, le machin. Un producteur, etc. Ouais, ouais, ouais. Bon, On allez, pourrait essayer de préparer ça. bonne fin de journée, bon Allez, après-midi. salut Et à les amis, bientôt. à bientôt.